il y a différentes choses parce que j'interviens dans le cadre de l'INRES. Donc dans le cadre de l'INRES, il y a des témoignages d'abduction. En général, bon, on se les répartit, mais c'est plus moi qui vais les traiter. Après, il y a un deuxième secteur, c'est par le cabinet libéral, des personnes qui contactent directement parce qu'ils ont vu un article publié dans Inexploré ou une intervention XY ou une conférence ou comment dire, le bouche à oreille. Et puis un troisième secteur qui est par l'association qu'on est en train de créer, qui va commencer mais qui n'est pas encore... voilà. Alors pour le moment, moi je suis vraiment dans le début du travail avec les abductions. C'est-à-dire que je suis repéré tout doucement en fait, donc dans les personnes qui viennent me voir, ça commence à arriver, mais j'en ai pas eu beaucoup. Et pour répondre très clairement à la question, ça fait disons 2 ans que je rentre doucement en fait dans la thématique, et de manière approfondie, vraiment, vraiment de manière approfondie, j'ai étudié 2 cas, donc c'est pas énorme quoi. Après, de manière, je dirais, périphérique, ça veut dire sans rentrer après dans vraiment l'exploration de... Quand je dis de manière approfondie, c'est pas seulement l'expérience, mais c'est la relation que la personne a avec son expérience, se resituer dans le contexte de sa vie, dans la dynamique de son histoire, etc. Pour moi, une approche superficielle, c'est on a un premier contact, on explore l'expérience, éventuellement on l'explore un peu plus, puis ça s'arrête là, quoi. Donc là, je suis à peu près autour d'une dizaine de cas. D'accord. À part les cas d'abduction, vous avez affaire à d'autres cas relevant de phénomènes extrasensoriels, notamment vision à distance, des expériences de mort imminente. Oui, alors oui, je traite beaucoup de cas qui relèvent de toutes ces expériences, disons. Je suis d'abord généraliste de tout ça, et comme je suis praticien d'état modifié de conscience, je ne génère pas ces états-là, mais comme je travaille avec ça, ça émerge. Donc il y a des personnes qui viennent me voir, qui vont vivre des expériences de ce type, parce qu'on travaille ensemble, et du coup que ça va émerger. Il y a des personnes qui viennent me voir pour des cas tout à fait classiques, mais qui vivent ce genre d'expérience, et comme ils perçoivent une ouverture, ils vont m'en parler. Et puis il y a toutes les personnes de l'INRES. Donc là, je ne peux pas trop dire combien, mais ça fait beaucoup, hein, par semaine. Je ne suis pas sans traiter au moins 4-5 cas par semaine. Donc arrivez-vous à facilement identifier les troubles pathologiques chez les patients dits abductés? Quel est aujourd'hui le pourcentage de fiabilité de vos protocoles quant à la détection de pathologies? Comment diagnostiquer des cas impliquant des faux souvenirs, par exemple? Alors ça, c'est une question à la fois simple, à la fois complexe. Pour un clinicien, on est formé à pouvoir dessiner une frontière entre ce qui sont les expériences type pathologiques, des expériences plutôt qu'on va mettre dans la sphère du normal, entre guillemets, et puis les expériences on va mettre dans la sphère du transpersonnel ou du spirituel, du psychospirituel. Bon, même si les abductions, c'est spécifique parce que c'est un peu transversal. Et qu'il y a des personnes qui peuvent être dans la psychopatho, c'est un psychotique par exemple, ce qui n'empêche pas de vivre des expériences extraordinaires, voire des abductions. Je suis pas sûr que les extraterrestres, si c'est de ça dont il s'agit, font un diagnostic différentiel. On dirait lui on l'abduque parce qu'il est normal, lui il est psychotique. Enfin, je ne sais pas, mais disons pour un clinicien, pour moi c'est très simple de percevoir si la personne est dans une expérience psychotique, quoi. Donc pour moi le problème ne va pas être l'abduction, ça va être la psychose. Voilà. Après, par rapport aux faux souvenirs, alors ça c'est une question un peu qu'on peut ouvrir parce que on a toujours affaire avec des souvenirs quand on est en train de travailler sur une abduction. Une personne nous révèle une expérience qu'elle a vécue, donc s'appuie sur son souvenir de ce qu'elle a vécu. Donc la question du faux souvenir, c'est une première question. C'est-à-dire, en gros, est-ce que c'est une expérience qui est réelle, au sens elle a vécu quelque chose de tangible, même si c'est intéressant de déconstruire cette idée-là, qu'il y a des expériences tangibles et des expériences non tangibles, mais gardons ça. C'est-à-dire qu'elle a vécu quelque chose de tangible et elle nous fait part de ce qu'elle a vécu. Ou alors elle a vécu une expérience en état modifié de conscience, donc on va dire, pour faire simple, sans trop déconstruire, qu'elle a vécu une expérience interne, et elle nous en fait part. Voilà. Donc c'est la première question, c'est-à-dire ce dont elle me parle, c'est du souvenir, et cette information-là, elle vient du frottement avec la réalité, avec le réel, ou de sa propre émergence, quoi. Voilà.
Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la co-construction. La co-construction, en fait, qui va avoir lieu avec les personnes à qui elle en a parlé. Il y a la co-construction avec soi, hein, c'est-à-dire... il y a la co-construction... J'approche... il y a la co-construction entre soi et soi, déjà. Hein, c'est-à-dire, je vis une sensation et j'interprète cette sensation, et il y a un jeu comme ça qui peut se passer. Bon. Et puis, il y a la co-construction avec l'autre. C'est-à-dire, je vous raconte ça, vos questions orientent, peuvent recréer un souvenir. Si je vous demande, par exemple, et il n'y a pas besoin d'hypnose, voilà, pour générer du faux souvenir. Hein. Si vous me racontez ça et que je vous dis, bon, très bien, et le chat, il était de quelle le chat sur la table, il était de quelle couleur? C'est une question bête, hein. Mais le chat sur la table, il était de quelle couleur? Vous présupposez qu'il y a une table, présupposez qu'il y a un chat, qu'elle a vu les deux, qu'il est sur la table et pas sous la table, et qu'il avait une couleur. Et qu'elle se souvient de sa couleur en plus. Hein. Enfin, ça fait beaucoup de présuppositions hein, dans une simple question. Et du coup, la personne, si elle est très suggestible en fait dans la relation, ou qu'elle a un souvenir un peu flou, et ben, elle peut tout à fait orienter son attention et faire générer de l'imaginaire, et vous dire ah ben il était roux, puis si vous dites mais vous êtes sûr, c'est encore pire. Parce que vous renforcez l'adhésivité, dire ah oui j'en suis sûr, et là maintenant c'est scellé dans son souvenir, c'est un chat roux. D'accord, que ça se trouve il n'y avait pas de chat, ou que... voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc la question du faux souvenir, c'est quelque chose de très complexe. Travailler avec une expérience, c'est quelque chose de complexe. Mais alors, la question centrale qui se pose dans l'étude des enlèvements, c'est celle des rapports entre la conscience humaine et la source responsable, enfin la source éventuelle responsable de ces enlèvements. Est-ce qu'on peut se prononcer aujourd'hui sur la nature et la réalité de cette source responsable des enlèvements entre guillemets? Eh ben, c'est une question bien complexe, parce que par quel bout je vais la prendre celle-ci? Voilà, je vais prendre par ce bout-là. Quand une personne me raconte une expérience d'abduction, par exemple qu'elle me parle, voilà, bon, elle me décrit ce qu'elle a vécu ou ce qu'elle a vu, la question que je peux me poser, je pourrais la regarder sous trois angles en fait. La première, c'est est-ce qu'elle est en train de me parler en gros, l'être qu'elle a vu, c'est sa manière à elle, disons, de se défendre contre ce qu'elle est en train de voir. D'accord? C'est une vision un peu psychologique. C'est-à-dire, sur la question de la source, elle est bien en relation avec quelque chose, mais sa façon à elle de le percevoir, elle va comme poser un écran psychique, pour le dire comme ça, entre elle et puis l'expérience. Ça, je dirais, c'est le premier angle, c'est-à-dire que l'expérience est filtrée par sa propre psychologie, sa propre subjectivité. Voilà. Deuxième regard, ce serait de dire, tiens, c'est peut-être l'inverse, c'est-à-dire que ce sont les êtres, la source, disons, qui va générer une distorsion du réel. Voilà, comme un peu un illusionniste, quoi, qui va créer une réalité, qui va faire interface, un petit peu comme dans le film avec Jodie Foster, Contact, où à la fin elle voit son père. Elle voit son père et lui disent mais en fait on se présente comme ça parce que c'est moins choquant pour vous. On crée un décor qui vous appartient, c'est-à-dire on va aller chercher à l'intérieur de votre psyché ce qui vous appartient à vous et vous montrer en fait, nous montrer. Donc là c'est eux qui pilotent, mais dans une relation avec l'autre, qui est tout à fait pensable d'ailleurs pour un hypnothérapeute parce que on va pas si fort que ça, mais on utilise les mêmes procédés en fait, les mêmes techniques. Donc ça serait le deuxième point de vue, ce serait dire la relation entre la source et l'expérienceur. Et ben c'est la source qui manipule l'expérienceur et ce qu'il perçoit, quoi. Voilà. Après, il y a une troisième vision, il me semble, c'est de regarder ça comme un espace entre deux, où il y a un peu de toi, un peu de moi, et il y a une co-construction qui se passe. D'accord? Comme si le lieu de la rencontre, c'est un lieu à mi-chemin, moi j'aime bien dire ça en fait, un mi-chemin où il y a quelque chose de toi, quelque chose de moi, hein, qui fait qu'on co-crée quelque chose. Donc la question de la source, c'est-à-dire de la réalité de la source, c'est difficile de vraiment parler, enfin de vraiment comme ça toucher ce qu'il y a derrière, parce que de toute façon on a affaire à de la distorsion et de la co-création, moi je pense. Après, ça c'est un premier élément de réponse. Après, dans les quelques cas que j'ai commencé avec lesquels j'ai commencé à travailler,
je trouve qu'il y a différentes phénoménologies. C'est-à-dire qu'il y en a, on voit bien que l'expérience, ça fait un peu tollé boulon, quoi. C'est-à-dire, ils sont en lien avec quelque chose qui est vraiment de ce monde-là, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, ils m'auraient raconté, j'ai vu un gros bulldog, voilà, j'aurais pas mis forcément en question ce truc-là. Et sa façon de le décrire, je vois qu'il n'était pas en état motivé de conscience. Enfin, tout du moins, ça met en état motivé de conscience de voir un gros bulldog, mais je veux dire, je sens bien que c'est sur ce plan-là que ça se passe. Je perçois bien que c'est sur ce plan-là que ça se passe. Voilà. Alors que pour d'autres, on sent que c'est dans peut-être un autre plan de réalité, dans lequel la relation entre la conscience et le réel, on va dire, est plus distordue. Ouais. C'est-à-dire que comment dire, l'univers interne du sujet est plus ouvert et va plus avoir d'influence sur ce qui se passe. Voilà. Le bulldog, c'est un bulldog, quoi. Hein, je peux le ressentir d'une certaine manière, mais c'est un bulldog. Ça change pas sa réalité. Voilà. Par contre, si tout à coup ce bulldog devient ma belle-mère, je vois bien que là, là, mon univers interne s'est ouvert davantage et il y a bien du autre, mais par contre, je le perçois comme ma belle-mère parce que dans mon répertoire psychique, il y a une résonance là, quoi. J'ai répondu un peu à la question, c'était ouais. une très bonne réponse, vraiment tout en finesse et en subtilité, excellente réponse. Et ça amène justement à la question suivante. Alors, l'expérience de l'enlèvement est-elle vécue dans la réalité physique matérielle ou sur un autre plan de réalité, ou pourquoi pas sur plusieurs plans en même temps? Voilà. Donc c'est un peu le prolongement de ce que vous avez dit. Oui, oui, oui. Alors, ça me fait penser, moi, aux travaux de Rick Strassman qu'il a fait sur la DMT, qui sont des travaux que je trouve passionnants, mais pour lesquels, si j'ai bien compris le positionnement de Rick Strassman par rapport à son travail, je résume? J'ai besoin de le résumer ou... Oui. Donc, il a injecté de la DMT pure. La DMT, c'est la molécule active qu'on trouve dans l'ayahuasca, qu'on trouve dans beaucoup de choses. Mais dans l'ayahuasca, disons, pour faire simple, parce que c'est plus populaire. Donc Rick Strassman a injecté de la DMT pure à plusieurs patients, et pour un certain nombre d'entre eux, ils ont vécu une expérience de contact extraterrestre. Donc on ne peut pas vraiment dire abduction parce que ça ne suit pas le schéma des abductions, mais c'est en tout cas une expérience de contact très forte avec des êtres extraterrestres. Et ce que relève Rick Strassman, c'est que les personnes qui ressortent de ces expériences-là ont vraiment une conviction très forte d'avoir été en lien avec des extraterrestres, alors qu'ils sont restés dans le bureau. Mais ce que je veux dire par là, ce que Rick Strassman veut dire par là, c'est que par rapport à des personnes qui ont vécu des états modifiés de conscience avec la DMT, et ont vécu tout un tas d'expériences spirituelles ou psychologiques ou autres, ils reviennent et bon, ils vont pas vous dire avec certitude non mais j'étais avec d'autres êtres. On peut avoir un échange en disant bon voilà, qu'est-ce qui vous appartient là-dedans, etc. Et pourtant elles n'ont pas quitté le bureau. Donc les travaux de Rick Strassman, c'est lui-même qui le dit, les sceptiques vont s'en emparer pour dire vous voyez, les abductions, ce n'est que, c'est-à-dire une réduction de la pensée, ce n'est que une expérience psychologique. Hein. Alors que Rick Strassman, son positionnement, c'est de dire que ça ouvre une porte, et que la conscience, on va dire, prend cette porte et se met bien en relation avec quelque chose du autre. Alors là, pour répondre à votre question, c'est-à-dire que c'est sur quel plan de réalité que ça se passe? Le corps, il est là, mais la personne vit une expérience de conscience avec du autre. Enfin, si on donne du crédit à son témoignage, avec du autre. Donc sur quel plan ça se passe? Bon. On pourrait se poser la même question avec les sortir du corps. Sur quel plan ça se passe? Les personnes qui font des sortir du corps, ils nous disent on peut aller dans plein de plans, hein. On peut aller dans différents niveaux, dans différents plans de réalité. Dans les abductions, il y a des gens qui disent je suis sorti de mon corps. Oui. Qui passe à travers le plafond ou à travers les... Oui, et moi j'ai suivi le cas depuis 2 ans d'une abductée qui vit des expériences depuis très longtemps. Là pour le coup c'est un cas qui est très solide.
toute sa famille vit ça. Il y a beaucoup d'éléments tangibles de preuves, même si je suis pas enquêteur, moi j'ai une approche clinique, je fais pas des recoupements d'enquête, quoi, c'est pas mon boulot. Mais des éléments que j'ai, sans être enquêteur, je peux dire qu'il y a beaucoup d'éléments tangibles. Alors, dans la première partie de sa vie, elle a vécu des abductions physiques de son témoignage, et puis à un moment dans son expérience, elle a commencé à vivre des sortir du corps. Et à partir de là, les abductions sont devenues psychiques, en mettant un sens large au mot psychique. C'est-à-dire qu'ils viennent là, enfin, de son témoignage, ils viennent la prendre d'une certaine manière et son corps reste dans son lit. C'est comme s'ils viennent prendre sa conscience et elle vit une expérience classique d'abduction, mais sur un autre plan de réalité. Voilà. Alors il y a une question très générale. Moi, ce qui m'a étonné quand j'ai étudié les enlèvements, c'est qu'à partir des mêmes faits, on peut en tirer des conclusions différentes. Aux États-Unis, on a eu les travaux de John Mack, qui était plutôt une école positive, alors que David Jacobs, par exemple, lui en tire plutôt des conclusions négatives, en étudiant le même phénomène. Comment se fait-il qu'on puisse, à partir de mêmes faits, de mêmes expériences, en tirer des conclusions totalement différentes? Je pense que c'est une magnifique surface de projection. Hein. C'est-à-dire que on est face à une question tellement complexe que qu'est-ce qu'on peut vraiment en dire, hein, à part qu'elle puisse être un miroir de nos propres conceptions culturelles, nos tendances psychologiques, etc. Si on regarde les travaux de Malanga, c'est pareil, quoi. Je veux dire, dans son interprétation du phénomène des abductions, c'est mis dans une sphère religieuse, catholique, où on sent bien que l'imprégnation culturelle est forte, quoi. Je voulais dire autre chose et puis j'ai oublié votre question. Oui. Non, c'était pour constater le fait qu'à partir des mêmes faits, on peut tirer des conclusions quasiment radicalement inverses. Oui. Alors John Mack, lui, pense que c'est plutôt une expérience d'ordre psychospirituel, oui, qui pourrait amener les enlevés vers plus d'évolution spirituelle, plus de considération envers l'environnement de notre planète. Et en cela, ça ressemble un peu aux expériences de Morning quelque part aussi. Oui, c'est vrai. Ce type d'expérience comme une espèce d'accélérateur d'évolution de l'humanité. Oui, alors moi je vais en dire un peu quelque chose de ça parce que John Mack, lui, il lui met une intentionnalité, c'est-à-dire en gros d'une certaine manière en disant ça, il pose que l'intention des IT serait de. Enfin, je ne sais pas si aussi dit s'il le pose de cette manière-là ou je la comprends de cette manière-là. Toujours. Pardon ? Oui, il le pose clairement. Enfin, c'est la conclusion de son gros livre sur les environnements extraterrestres. Oui. Ouais. Et alors, moi, disons que le constat que je fais aujourd'hui, disons, au point où j'en suis de ma propre démarche, c'est que un simple constat, une personne qui vit une abduction, quelle relation elle a à cette expérience-là? Si elle se pose dans une vision de type David Jacobs, il y a un arrêt. Il y a comme une espèce de... Il y a un arrêt, c'est-à-dire c'est une posture un peu, pas paranoïaque, mais une interprétation en tout cas agressive du phénomène qui la met en retrait et qui fait qu'elle va se figer dans son déploiement psychologique et spirituel. Spirituel au sens vaste. On dit, nous, plus transpersonnel, c'est-à-dire c'est moins connoté, quoi. Maintenant, une personne qui va s'ouvrir à l'expérience, au sens d'en avoir une perception positive, sans forcément la comprendre d'ailleurs. Hein, les abductés que j'ai rencontrés qui ont une perception comme ça restent assez ouverts sur l'interprétation, dans un je ne sais pas, mais un je ne sais pas très ouvert qui leur permet de continuer un parcours d'enrichissement avec effectivement toute la gamme d'expériences qu'on peut voir dans les NDE bien intégrés ou dans d'autres types d'expériences en état modifié de conscience, parce que les états modifiés de conscience font ça. C'est-à-dire que ça, c'est une observation claire. Hein, si vous faites un parcours avec au Pérou l'ayahuasca ou en France la respiration tropique ou le rebirth ou des techniques comme ça, vont apparaître ce que vous décrivez, c'est-à-dire une sensibilité écologique, beaucoup plus d'empathie envers l'autre,
tout simplement parce qu'il y a aussi on se replace dans un univers plus vaste, et du coup avec lequel on se sent plus en résonance, quoi. Il y a différents plans qui sont enchevêtrés en fait, je crois, parce qu'il y a l'aspect des traumas de l'enfance, si j'ai bien compris, d'un côté, de l'autre il y a la sensibilité qui est déployée, que ce soit artiste, écolo, etc. Et puis il y a les abductions d'autre part, c'est ça. Et votre question c'est est-ce que tout ça est en relation? Oui. Et comment? C'est ça. On remarque que ces constances sont récurrentes en fait chez les témoins, chez les sujets. Alors moi, la question que j'aimerais poser, c'est qui est on qui observe ces constances? C'est parce que, est-ce qu'il y a des études qui sont... Non, c'est les enquêteurs qui recevront donc, ces témoignages. Et je parle même parfois des observations d'avenir. On remarque que ces gens font partie de la même catégorie, je veux dire, en termes de penchant écolo, en termes de... Certains dirigent des associations de protection des animaux. On remarque parfois chez eux... Bon, là, je mélange un peu tout. Oui, hein, oui. Mais ils ont été maltraités durant l'enfance. Il y a quand même certaines choses qui reviennent à chaque fois. C'est jamais des gens, je veux dire, des fruits du capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui travaillent dans des entreprises, qui sont 24 heures sur 24 devant leur ordre, qui sont parfois un peu déconnectés de notre société matérialiste. Moi, je serais d'abord assez... C'est pour ça que je vous ai précisé qui est le on, parce que le premier aspect sur lequel je serais réticent, c'est sur l'observation elle-même. Parce que, pour plusieurs raisons. La première, c'est... d'abord quelles études épidémiologiques ont été faites là-dessus, c'est-à-dire vraiment on va observer la population des abductés avec une approche clinique où on va vérifier ces paramètres-là. Bon, ce serait le premier élément, c'est-à-dire une étude sérieuse, pas seulement une observation subjective. Je le pose quand même de manière en le soulignant parce que les parapsychologues ont été pris à leur propre jeu aussi quand ils pensaient que les poltergeists concernaient que les ados. Et ils étaient tous d'accord là-dessus, parce qu'ils avaient été influencés par le cinéma. Et étant imprégnés par le cinéma, dès le moment où il y avait un poltergeist dans une maison, ils cherchaient l'ado. Mais en fait, les travaux ont montré que c'est pas du tout lié aux ados, quoi. Ça même, c'est pas que ça n'a pas grand-chose à voir, parce que l'ado est un moment de crise, mais peu importe. Donc la première question que je poserais, c'est la pertinence de cette observation. Voilà, ça serait le premier point. Après, si elle est pertinente, on va regarder ce que ça implique, parce que c'est intéressant aussi. Le deuxième point, c'est pourquoi on ne l'observe pas chez les capitalistes. Je ne sais pas aussi si on ne l'observe pas chez les capitalistes, parce que si je glisse un peu vers les expériences extraordinaires, on a des personnes qui vont rester des décennies sans pouvoir en parler, parce que ça vient trop les confronter vis-à-vis de leur vision du monde, et du coup, ils vont jamais aller voir un ufologue. Évidemment, ils en parlent déjà pas à leur femme, à leur mari, à leurs proches, donc aller voir en plus un ufologue, ça les fait glisser vraiment très fort, ils peuvent avoir extrêmement peur en fait. Donc qui recueille les témoignages, c'est pas simple, quoi. Donc voilà, je mets ces bémols là. Après, si c'était confirmé, ça va un peu dans le sens des observations des phénomènes psy, les phénomènes de clairvoyance, de précognition. Tout ça, on a observé que les personnes qui ont une histoire de carence affective ou de psychotraumatisme récent ou dans l'enfance vont développer plutôt un branchement. Moi, c'est un aspect qui m'intéresse dans ma pratique, c'est-à-dire une connexion avec telle ou telle forme. Par exemple, si vous vivez dans un environnement de maltraitance, c'est assez intéressant de manière adaptative, de développer de la précognition ou de garder de la précognition. Parce que si les coups arrivent n'importe quand, c'est sympa d'avoir une capacité qui va les percevoir avant que ça arrive, que je vais pouvoir m'adapter, vous voyez. Et c'est-à-dire qu'il y a toujours une connexion, toujours, je sais pas, mais régulièrement une connexion entre qui je suis, l'environnement dans lequel j'ai grandi, et la perception que je vais développer, ou l'expérience extraordinaire que je vais développer. D'accord ? Donc le fil conducteur qu'on pourrait prendre avec cette hypothèse-là, c'est de dire, tiens, qu'est-ce qui fait que les abductés développeraient une connexion particulière avec ce monde-là? Et est-ce que c'est eux qui l'ont choisi, ou les événements qui ont fait, ou est-ce qu'il faut retourner la question au sens de, il y a comme une préparation d'un terrain pour, je dis, là c'est un peu vaste, un peu fort ce que je dis, mais pour créer des ambassadeurs, en gros, vous voyez, c'est-à-dire, on se pose cette question, savoir si les témoins, les sujets captent ce phénomène en fonction de leur degré de conscience, ou si c'est le
phénomène qu'il ait choisi, ou qu'il ait prépare justement. C'est la grande question qu'on se pose actuellement. Oui. Je ne sais pas comment prendre. Oui, bah, peut-être par les deux, hein. Ça peut être un endroit de rencontre, un moment, hein. Un endroit de rencontre. Parce qu'on remarque aussi, par exemple, qu'à un certain moment de sa vie, je pense que suite à un drame, on n'est plus réceptif à certains plans. Ouais. Comment l'expliquer Partir plutôt avec l'idée qu'il y a des enchevêtrements, disons, de plans de réalité. Et est-ce que c'est ce plan-là qui me choisit ou moi qui le choisis? Bon, je crois on va s'en mêler, on s'en mêler un peu les pattes avec ça, hein. Ou qui a l'initiative, on va dire, de cette relation-là. Mais moi, je pense qu'il y a, comment dire, selon l'histoire, on développe une connexion avec. C'est comme si vous avez en fait je sais pas, selon nos histoires de vie, il y en a qui vont préférer Europe 1, d'autres ils vont préférer France Culture, d'autres ils vont préférer. Bon, bah, il y en a, ils vont plutôt avoir une affinité peut-être liée à leur histoire ou leur famille ou les événements de vie, une affinité plutôt avec les défunts. D'autres une affinité peut-être avec le petit peuple, voilà. D'autres une affinité avec peut-être plutôt les extraterrestres, d'autres avec tel autre aspect. Bon, voilà, j'aurais tendance à poser cette hypothèse-là. Le cas fondateur des enlèvements, c'est le cas de Betty et Darnell, qui est survenu dans les années 60. Et ce cas, dès qu'on a étudié ce cas, on s'est aperçu qu'il y avait une espèce de schéma type qui revenait pratiquement à chaque fois dans l'expérience de l'enlèvement. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on constate que ce schéma est toujours le même, ou est-ce qu'il y a des éléments nouveaux qui sont apparus avec le temps? Alors là, je ne peux pas répondre à cette question. Là, je ne sais pas. La question du schéma type. Oui, faut m'informer. Est-ce que le fait, par exemple, qu'il y a enlèvement, qu'il y a abord d'un éventuel vaisseau spatial, qu'il y a un examen médical, souvent lié aux parties génitales, qu'il y a un scan de la pensée, que parfois on présente à celui qui est enlevé des scènes de la Terre ou de la civilisation dans le futur, etc. Est-ce que ce schéma-là, on peut en dire quelque chose? Est-ce que c'est révélateur de quelque chose? Est-ce que ça correspond à une réalité? Est-ce que c'est quelque chose qui est transplanté dans le cerveau de la personne enlevée? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce schéma? Quelle conclusion on peut en tirer? Alors moi j'ai pas fait d'études sur l'historique de l'évolution des schémas d'enlèvement. C'est pour ça que au niveau d'une réflexion là-dessus, je suis pas pris de cours, mais je la regarde maintenant, disons. Je la regarde maintenant. Voilà. Ce que je sais, c'est que la dimension culturelle, elle a été relevée par beaucoup de personnes sur l'idée qu'il puisse y avoir comme ça une influence culturelle de l'expérience. Après. Qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus? Parce que bon, c'est souvent lié au médical. Les gens disent j'ai subi un examen médical. Est-ce qu'ils ont vraiment subi un examen médical? Parce que j'imagine mal des extraterrestres pratiquer des examens médicaux sur des millions et des millions de personnes. Dans quel but? Pour quelle raison? Si j'ai bien compris les travaux de David Jacobs, pour lui, on n'est pas dans les expériences, mais dans un programme. Enfin, lui, c'est son interprétation. Pardon? Oui, un programme d'hybridation, c'est-à-dire que l'idée c'est que si c'est implanté dans un programme, le schéma évolutif, parce que voilà, il est au service d'autre chose. Voilà, c'est-à-dire que c'est notre compréhension après de ce qui se passe, quoi. Alors après, est-ce que c'est juste ça? C'est-à-dire on serait juste objet d'un programme, ou est-ce que c'est la perception de John Mack, c'est-à-dire il y a une dimension d'initiation derrière. C'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, pour John Mack, en ouvrant un petit peu son hypothèse, est-ce qu'il n'y a pas une dimension d'ouverture de conscience chez les humains, en fait, au travers des abductions? À vouloir créer comme ça une prise de conscience qui amène dans le champ collectif, un nombre de personnes suffisamment éveillées à cette dimension-là pour propulser un peu la conscience humaine à se replacer dans un tout cosmique, au sens de, voilà, on n'est pas tout seul, on n'est pas sur une île isolée où il n'y a personne autour, quoi. Mais
Et après, sur l'autre polarité de la question, il me semble, c'est on revient sur la question de est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. Enfin, hein, est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment quelque chose de médical qui est en train de se passer, ou est-ce que c'est la manière dont la personne le vit et le retranscrit. On revient un peu sur la question tout à l'heure, est-ce que c'est dans la réalité tangible ou psychique. Bon, je ne sais pas si on peut vraiment répondre à ça. Est-ce que dans les cas que vous avez étudiés, il y avait des marques physiques sur des enlèvements? Oui, ouais, sur quelques cas. Est-ce qu'on peut décrire ces marques? Est-ce que l'on peut tenter d'expliquer l'origine de ces marques? Alors, je vais parler de deux cas. L'un, c'est pas marque physique, mais c'est, disons, phénomène physique. Voilà. C'est le cas d'une abductée qui avait une tumeur cérébrale et qui, disons, pour être très clair dans les événements, elle faisait des scans cérébraux assez régulièrement pour vérifier où en était la tumeur, quoi, hein. Et dans un suivi, elle en avait un tous les 6 mois, quelque chose comme ça. Et 3 mois, je crois, après son dernier scan, ou 4 mois après son dernier scan, elle vit une expérience d'abduction assez intense, en fait, assez forte pour elle. Enfin, pas vraiment d'abduction, mais de contact, on va dire, assez fort pour elle. Elle va se réveiller de ça assez perturbée physiquement, enfin, elle est nauséeuse, elle n'arrive pas à se lever. Voilà, bon, elle était hospitalisée, parce qu'elle était vraiment, vraiment mal. Et là, le choc de l'équipe, ils font un scan cérébral, il n'y a pas de tumeur cérébrale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de tumeur cérébrale. Parce qu'elle aurait pu disparaître et laisser une trace, quoi. Non, il n'y a pas de tumeur cérébrale. Donc, stupeur de l'équipe, stupeur du médecin généraliste, qui dit, tout simplement, médicalement, là, on s'arrête là, on peut pas expliquer ça. Donc ça, c'est un premier élément, avec pas de marque physique externe, parce qu'on ne peut rien observer, mais par contre, avec... disons, un scan cérébral qui fait preuve. Maintenant, là où on ne sait pas, et elle-même ne fait pas le pas d'ailleurs, elle dit peut-être ça avait disparu avant l'abduction. Hein. Je ne peux pas dire, juste le dernier scan c'était il y a 4 mois, là je ne l'ai plus, bon, peut-être ça s'est arrivé entre-temps, impossible à dire. Après que tout ce soit passé, ou bien pendant, entre les expériences, entre l'abduction et le scanner? Moi non, je l'ai rencontrée il y a 2 ans, je crois, ça fait 2 ans que je la suis. Et c'est arrivé l'année dernière. Ouais. Donc ça faisait une année qu'on se voyait. Et le deuxième cas, vous connaissez aussi, il y a eu des traces corporelles et cette dame, son mari est chirurgien. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'après l'expérience, son mari peut avoir un regard clinique. Alors c'est lui qui a le regard clinique, hein. Et du coup, oui, elle a des traces corporelles, son mari parle de grattage de la peau, c'est-à-dire que ça apparaît comme des petits boutons, hein, sur une photo, ça ressemble à des boutons, comme des boutons de puce ou des boutons de moustique. Enfin, voilà, moi je suis pas médecin, je regarde ça, je peux rien en dire. Et puis de toute façon, c'est pas ma posture d'en dire quelque chose, hein. À nouveau, je suis pas enquêteur, je suis clinicien, donc j'accompagne plutôt la personne à penser ses expériences, à les intégrer, puis moi avoir un peu un recul de recherche sur tout ça, mais j'ai pas une fonction d'enquêteur. Je pense que pour vraiment se positionner, il faut croiser les compétences en fait, hein. Il faut du multidisciplinaire. On ne peut pas, en tant que clinicien, se positionner dans de la certitude. On accompagne des expériences à raconter. On ne va pas sur les faits dans les familles, regarder, aller interroger les voisins, regarder les... Ça, c'est pas notre boulot, quoi. Et donc voilà, cette femme, quand elle a donc m'a fait part d'une trace corporelle suite à une expérience qu'elle a vécue. Qui a pu être observé par son mari, cliniquement, pour le coup, et il a observé que ce n'était pas des boutons, mais un grattage de l'épiderme qui avait été fait. Voilà. Parce qu'on peut pas... Voilà, je sais pas, c'est pas le travail du psy de se poser la question de savoir si c'est pas eux qui se les font un peu moins. Disons que, oui, ça peut être notre boulot, de voir si la personne se les fait elle-même, mais l'angle par lequel on va prendre ça, c'est est-ce qu'elle est fait consciemment? Ça veut dire, c'est de la fabulation, elle est en train d'essayer de vouloir de l'attention, ou se narcissiser, ou c'est-à-dire que c'est au service d'une problématique psychologique en arrière-plan, ou alors c'est non consciemment, ça veut dire soit d'une manière par somatisation,
Moi j'ai vu des somatisations assez spectaculaires, mais qui étaient des somatisations. Hein. Euh, euh, L'exemple type qu'on donne toujours d'une somatisation, c'est en état hypnotique, hein, vous posez une pièce sur une main, vous dites cette pièce, elle est chauffée à blanc, et la personne va développer une cloque. Voilà, ça c'est un mécanisme de somatisation. Alors que la pièce est tout à fait froide, quoi. Hein. Mais l'inverse est vrai aussi, vous mettez une pièce vraiment chaude sur la main, enfin à blanc, quoi, sur la main, vous devriez développer une cloque, une réaction très forte. Mais si vous suggérez que la pièce est froide, vous n'avez pas développé de cloque. Voilà. Donc ça, le mécanisme de somatisation, il est à l'œuvre et il est puissant. D'accord ? Mais par rapport à une somatisation ne fait pas de grattage de peau. Personne peut développer, par exemple, des marques sur le corps, hein, mais ça ne va pas procéder par un grattage de l'épiderme. Hein. Là, ce serait une action volontaire, ou alors il faudrait qu'elle soit vraiment dans un état de dissociation très forte. Ça veut dire dans un état modifié de conscience extrêmement dissocié, dans lequel de manière inconsciente elle fait ça, ce qui est possible, hein, ce qui est tout à fait possible. Il faudrait un peu d'expertise peut-être pour le faire, mais c'est possible, pourquoi pas. Voilà ce qu'on peut Comment dire. se passe aujourd'hui la prise en charge d'une personne qui nous voit, qui nous dit bon, je pense être abducté, j'ai fait des rêves étranges. Comment se passe la prise en charge? Il y a plein de gens qui se posent la question. Quel est le processus aujourd'hui? Alors, là, le premier aspect qui me vient, c'est d'abord sa porte d'entrée. La porte d'entrée, elle va être importante parce que si elle entre par la porte de l'INRS, pour moi, hein, de ma place, si elle rentre par la porte de l'INRS, c'est une porte suffisamment généraliste pour dire, bon, voilà, j'ai fait ce rêve-là. Il y a des personnes qui disent, bon, ben, voilà, qui le mettent en lien directement avec des extraterrestres, ou d'autres vont dire, voilà, j'ai vécu ça, je suis perturbé avec ça, est-ce que vous pouvez m'aider à y mettre du sens? Et comme l'INRS est très généraliste, en fait, la personne reste plus ou moins, selon sa culture, selon tout un tas de choses, plus ou moins ouverte sur l'interprétation. Donc là, l'accueil, ça va être un entretien, enfin on va regarder ce qu'elle a vécu, et puis l'accompagner dans l'élaboration de son expérience. Simplement, racontez-moi ce qui vous est arrivé. Donc, déjà, on va l'aider à dérouler son récit, en étant le moins inducteur possible, enfin le moins suggestif possible, mais sachant qu'on ne peut pas ne pas être suggestif, hein. Mais on peut être conscient des suggestions qu'on fait. D'accord ? Donc on va l'aider quand même à dérouler son récit, et ensuite un deuxième niveau à interpréter, c'est-à-dire ouvrir différentes pistes, pour comment on peut penser ça, comment vous pensez ça vous, d'accord, et si on regarde par un autre angle, qu'est-ce que ça peut donner, bon, voilà. Après, il y a la demande de la personne, hein, qu'est-ce qu'elle nous demande, hein, si elle nous demande une validation, absolument, dites-moi que j'ai été abducté, ou qu'est-ce qui se passe, ou je veux absolument vous me disiez que c'est pathologique, donnez-moi un traitement médical et on n'en parle plus, je veux que vous arrêtiez les phénomènes, bon, il peut y avoir tout un tas de choses, y compris prophétiser, hein, là qui viennent parce qu'ils veulent nous enseigner des choses, nous montrer que, bon, ok. Donc la porte de l'INRS reste généraliste. L'association que je suis en train de créer va quand même... Enfin, je m'attends à ce qu'il y ait d'emblée un biais méthodologique, parce que quand on entre par la porte de... Je viens voir une association spécialisée dans les abductions, c'est déjà un cadre extrêmement fort, suggestif. Hein, parce que en arrière-plan, c'est quoi, hein, est-ce que c'est... La personne va être en relation avec quoi, hein, c'est-à-dire, j'arrive dans l'univers des extraterrestres, quoi. Donc forcément, ou qu'est-ce qu'ils vont me dire? Bon, ça induit quelque chose forcément, quoi. Mais je vais procéder de la même manière. Juste, je vais l'inclure moi, après coup, dans ma réflexion de recherche, mais de manière clinique, je vais les aborder de la même manière. Un accueil ouvert, on déroule d'abord l'expérience, et puis on essaie de la penser ensemble. Et l'hypnose n'est pas systématique? Ah, pas du tout. L'hypnose, c'est un outil. C'est un outil. Sachant qu'elle peut se trouver la plongée sous l'hypnose et qu'elle développe des faux souvenirs pendant la séance. C'est possible. Ah bah c'est très possible. C'est là où on peut critiquer Hopkins peut-être, ce que je disais tout à l'heure, qui pouvait faire dire aux gens aussi ce qu'ils voulaient. Alors, je dirais pas comme ça, moi. Je dirais pas comme ça parce que le degré de suggestibilité, il n'est pas plus fort. Enfin, il est a priori pas plus fort en hypnose que non-hypnose. Hein, ça dépend des sujets, mais globalement. C'est-à-dire, en hypnose, une personne vous dites est-ce que le chat était sur la table, la personne vous dit mais il n'y a pas de chat.
exemple. D'accord? Et si en état de conscience normal, elle aurait pu vous dire la même chose, vous voyez, ça n'a pas augmenté son degré forcément de suggestibilité. Par contre, on ne sait pas dans quel territoire elle est à l'intérieur d'elle. Enfin, on ne sait pas. Quand on a l'habitude un peu d'état modifié de conscience, on peut quand même poser des hypothèses assez fortes quand même. Personnalité borderline. Là, je parle pas de la personnalité, je parle de territoire, c'est-à-dire est-ce qu'elle est dans son imaginaire, Ok. est-ce qu'elle est dans un espace transpersonnel, est-ce qu'elle est en lien avec un souvenir, est-ce qu'elle... Bon, tout ce qu'on peut dire, nous, si on veut y aller de manière très rigoureuse, c'est elle est en lien avec une source d'information. Elle a de l'information. Après, il faut traiter l'information. C'est-à-dire, en transe, on ne va pas se poser la question du vrai ou du faux. On aide simplement la personne à récupérer, enfin récupérer, je mets des guillemets, c'est-à-dire, on ne sait pas si elle récupère ou si elle crée, mais en tout cas, à obtenir de l'information par rapport à une question. Là, je parle d'une hypnose qui serait faite pour investiguer, c'est-à-dire trouver de l'info. Si on veut de la thérapie, si arrive il y a un trauma, et puis on veut traiter le trauma, on va faire tout autrement. Hein, mais on va récupérer de l'information. Et en sortant de transe, ok, on pose l'information sur la table, et puis on regarde avec toutes les nuances possibles ce qui s'est passé, quoi. Et c'est un travail après de recoupement, de regarder, bon, peut-être ça vous appartient, peut-être ça vous appartient pas. Hein, une personne qui va retrouver un souvenir d'inceste, on va faire pareil en hypnose. C'est-à-dire, on prend le temps. Ok, ça arrive, ça crée beaucoup d'émotions, mais qu'est-ce que c'est? C'est un fantasme? C'est du vrai? Enfin, ça s'est passé? C'est un souvenir transgénérationnel? C'est pas à vous, c'est à votre mère? Ou à votre grand-mère? Vous voyez, ça peut venir de tellement de territoires psychiques qu'on peut juste dire il y a une information qui arrive qui est impactante, et après on va prendre le temps quand même de la déplier et de tourner autour et de regarder ce que c'est, quoi. Je voulais peut-être vous poser une question un petit peu plus personnelle, si vous voulez répondre. Pour quelle raison vous intéressez plus particulièrement aux expériences d'enlèvement? Est-ce qu'il y a une raison précise? Est-ce qu'il y a une attirance particulière pour ce domaine? Voilà, qu'est-ce qui est motivé vos recherches dans ce domaine? Bah, étonnamment oui et non en fait. C'est-à-dire que depuis toujours je suis passionné par tout ce qui est un petit peu hors frontière du connu. Hein, c'est-à-dire tout ce qui nous met en lien avec le mystère, on va dire. Mais le sentiment du mystère, pas le mystère au sens de je sais pas quoi, mais vraiment d'accepter d'être en lien avec quelque chose que, ok, on ne sait pas et on va aller un peu explorer ce qu'il y a derrière l'horizon. Je crois que ça fait partie de la nature humaine. Et moi j'étais plutôt... on va dire, sensible à ça. Et du coup, j'étais intéressé par la parapsychologie, l'ufologie, bon, toute la sphère qu'on donnerait des expériences extraordinaires, globalement. Dans mon itinéraire, après, je me suis classicisé, on va dire, dans ma formation, hein, j'ai une formation très classique, et puis j'y suis revenu à tout ça par le biais des états modifiés de conscience, que je suis formé à l'hypnose, à la respiration anthropique, j'ai fait beaucoup depuis une dizaine d'années, je fais beaucoup de travail de ce côté-là, en chamanisme, tout un tas de choses. Et du coup, ça a réouvert très grand la porte à ça. Et puis 4-5 ans, dans le cadre de l'INRES, j'accueille tout un tas d'expériences. Et ça s'est fait en fait, pas malgré moi, avec moi évidemment, mais je ne suis pas allé le chercher. C'est plutôt qu'est-ce qui a choisi quoi, hein. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités, ça m'intéresse, ok j'y vais, et ça a été du toujours un peu plus. Et j'ai juste dit oui. Ok, mais j'ai pas dit non, c'est sûr. J'ai pas freiné non plus, mais j'ai pas stimulé, je suis pas allé chercher. Hein, les choses se sont faites petit à petit, quoi. Tout simplement, de manière très concrète, à l'INRES, dans le groupe des cliniciens. Il y a un secteur, ces groupes on est plusieurs psychologues et autres, qui travaillons à recevoir les expérienceurs. Et comme dans le groupe, je suis celui qui est le plus connaisseur dans le domaine OVNI, on m'a orienté les personnes. Et du coup, mais je suis pas ufologue, je suis intéressé, mais pas spécialisé. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Je dis ok. Puis finalement, petit à petit, en répondant et en accompagnant, j'ai développé un niveau d'expertise qui a encore à grandir, etc. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous êtes en relation aujourd'hui avec d'autres chercheurs en France, dans le monde, qui étudient ces phénomènes? Lesquels, si vous pouvez le citer? Oui, pas encore. Et au départ, j'étais très réticent d'ailleurs à même lire les travaux. Parce que je voulais y aller avec un esprit neuf.
c'est-à-dire riche plutôt de mon itinéraire, et sans être trop influencé par d'autres pensées. Et ça fait que quelques mois là que j'ai commencé à lire, vraiment plonger dans la littérature, commencer à regarder, tiens, qu'est-ce que disent les autres. Et puis là, tout simplement, j'avais besoin, moi, de clinique, partir de mon expérience clinique. Parce que pour moi, c'est toujours là que c'est enseignant, c'est partir au plus près du témoignage, et surtout pas trop le filtrer à partir d'un je sais, ou d'autres savent, ou je ne sais quoi. Mais vraiment d'être au plus, le plus naïf, d'une certaine manière, pour se laisser un peu imprégné par l'expérience des autres. Mais c'est prévu, hein, dans le cadre après dans le cadre de l'association. Oui, parce que dans le cadre de l'association qu'on crée, il y aura un volet recherche. Et ce volet recherche, bon, j'ai déjà des questions que j'ai envie d'aller explorer, quoi. Et du coup, là, il y aura l'idée de se mettre en relation avec d'autres chercheurs qui ont aussi une expertise. Il y aura peut-être une publication à la clé, non? Enfin, je sais pas, quelque chose. Vous prévoyez de publier quelque chose? C'est un peu prématuré pour le moment. Je pense qu'on va publier parce que ça sert à rien la recherche pour le garder pour soi. Donc c'est le mettre en discussion, l'offrir à la contradiction, c'est ça une démarche scientifique, hein, sinon ça n'a pas d'intérêt, quoi. C'est-à-dire c'est croiser des regards, du je suis pas d'accord, du oui ça me fait penser à, et puis voilà. Donc oui l'idée c'est de publier. Est-ce que vous-même avez quelque chose à rajouter, des souhaits, des espérances, des commentaires particuliers? Est-ce que vous souhaitez vous rapprocher des ufologues, par exemple? Parce que nous sommes des ufologues, donc nous on est plutôt des gens de terrain qui rencontrons les gens qui ont vu des ovnis. Est-ce que vous souhaitez vous rapprocher des ufologues, par exemple? Je pense que de toute façon, si je reste sur la question des abductions, parce qu'évidemment, elle prend part dans un ensemble beaucoup plus vaste qui dépasse et déborde largement l'ufologie, de toute façon, il y a intérêt à se tisser et à se relier les uns aux autres, quoi, pour penser ensemble. Parce que ce qu'on est en train de faire, pour moi, c'est vraiment penser le monde de demain. Hein, et il a grandement besoin qu'on lui propose une autre alternative, parce que là, on est en train de s'assécher vraiment, et on n'a pas le choix, quoi. Et donc, derrière tout ça, il y a aussi l'idée d'un nouveau modèle de société. Oui, non, mais pour moi, c'est ça. C'est-à-dire un nouveau modèle de société, une nouvelle manière de penser le monde dans lequel on vit, qui va vers un élargissement. C'est-à-dire en incluant que la réalité n'est pas que matérielle, d'abord. Ça, c'est d'un appauvrissement de la pensée, tout tend à nous montrer le contraire. Enfin, moi, je le pense et je le perçois. Donc à ouvrir cette dimension-là, à ouvrir aussi, réincluant dans un ensemble plus vaste, la question du sommes-nous seuls en l'univers. Je crois que, faut arrêter de se poser cette question-là. C'est plutôt, c'est une évidence. Voilà, bon, les ovnis viennent frapper à notre porte et on continue à publiquement se poser la question. Voilà, je crois qu'il c'est vraiment le pathétique du déni. Du déni autour de cette question-là. Hein. Donc voilà, penser ensemble, pour moi, c'est vraiment très important. On est en train de créer la suite, quoi. Le monde de la suite. Je pense qu'il serait intéressant de vous solliciter pour des cas d'observation d'OVNI, parce qu'aujourd'hui, à partir du moment où on admet le fait que le phénomène OVNI se situe sur un autre plan, lui aussi, je pense que l'expertise d'un psychologue est impérative, quand même. Tout à fait. Pour démasquer les éventuels. Oui. Ouais. Oui, et je pense qu'il faudrait aussi s'impliquer dans cette recherche. Oui, pas que les abductions, les observations d'OVNI. Oui, après c'est un champ de recherche qui est tellement vaste, qui donne déjà tellement de travail pour les abductions, mais j'aimerais bien, hein, si j'avais 10 vies, mais je ferai un peu parce que moi il y a une dimension dans les cas d'observation d'OVNI que j'ai eu par rapport aux abductés qui ont vu ou des personnes qui se demandent si, c'est la dimension subjective, comment le dire? Moi j'aime bien explorer, ça vous a fait quoi quand vous avez vu l'OVNI? Il s'est passé quoi? C'est-à-dire de quelle information j'ai été dépositaire, mais c'est une interprétation, dépositaire, ou qu'ont émergé de moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein, et ils ont beaucoup à dire quand on commence à leur demander, c'est-à-dire on sort de ce qu'ils ont vu, et dire c'est du vrai, c'est du pas vrai, patati patata, mais dire ok, vous avez vu ça, c'est super, c'est super, sinon c'est spectaculaire, ça vous a fait quoi, vous, de voir ça? Et depuis, ça a fait quoi dans votre vie? Et nous, il y a une question
question qu'on se pose et qui nous turlupine. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens qui arrivent à voir plusieurs fois des ovnis dans leur vie. Oui. C'est-à-dire qu'ils arrivent à faire des observations d'ovnis, Oui. et trop ensuite, Oui. plus. Oui. Et d'autres personnes qui n'en verront jamais. Et on se dit, mais comment se fait-il qu'il y ait une catégorie de gens qui arrivent à avoir plus d'ovnis que d'autres? Oui. Ça, pour le moment, on n'arrive pas à l'expliquer. On sent qu'il y a quelque chose, si vous voulez, au niveau de la conscience de celui qui observe. Et voilà, on se pose la question, parce que voir un ovni, c'est quand même quelque chose de rare, d'exceptionnel. Oui. Il y a des gens qui répètent cette expérience plusieurs fois dans leur vie. Oui. Là, il y a quelque chose à creuser, j'ai l'impression. Oui. Oui, moi c'est un aspect qui m'intéresse, et j'ai eu un témoignage là d'une personne qui a fait un rêve, justement, d'abduction. Enfin, elle a un tout petit bout d'expérience, mais qui est très, très nette. Et qui me dit anecdotiquement qu'elle a vu 5 fois un ovni, mais en observation rapprochée, hein, Oui. dont une fois au-dessus de la maison de son voisin, là en 2 ans de temps. Il y a un vrai sujet à creuser. Et moi, mon hypothèse, enfin, je ne veux pas fermer la question, parce que la réponse est le malheur de la question dans ce moment-là, donc il faut laisser les choses ouvertes, mais un repère que j'ai d'hypothèse, ça me fait penser au médium. Enfin, à la catégorie de médiums, disons, qui perçoivent des morts. Ils n'en perçoivent pas tout le temps. Hein. Enfin, il y en a qui les perçoivent tout le temps, le canal est ouvert tout le temps, et d'autres, c'est à certains moments. Parce qu'il y a une ouverture de conscience, parce qu'il y a un événement dans la vie, parce qu'il y a une période critique, et tout à coup, pam, ça ouvre un branchement, et ils voient ce qui peut-être était toujours là, mais là, ils le voient. Et c'est une hypothèse que j'aurais derrière, c'est peut-être elles ont un branchement avec ça, et que parfois ça s'ouvre, et aperçoivent. Parfois, peut-être ça s'ouvre et il n'y a pas d'ovni à percevoir, et parfois ça s'ouvre au moment où l'ovni est là, enfin, avec sans doute quelque chose, une connexion en plus, parce que vous disiez qui choisit qui, et moi j'aime bien cet aspect-là, parce que je crois je pense qu'il y a une interconnectivité, et qu'il n'y a que des phénomènes de résonance qui se passent, enfin qu'il y a des phénomènes de résonance. Parce que parfois, des gens, je veux dire, on atteste de leur crédibilité, on les connaît bien, qui ont rêvé une observation d'OVNI, donc le lendemain qui se mettent en condition dans leur balcon, qui revoient exactement. Et si je veux après prendre le parti pris complètement inverse de celui que j'ai pris, c'est-à-dire vraiment du sceptique absolu, on sait qu'on peut produire aussi des hallucinations. Et que ça se fait en état modifié de conscience. Hein. C'est pas phénomène pathologique. Hein. Les hypnotiseurs de spectacle, d'ailleurs, aiment bien produire ce phénomène-là. Hein, produire une hallucination visuelle, c'est très facile. Voilà, avec la transe. Et il y a des sujets doués. Et du coup, c'est là où il y a aussi à croiser. Il y a tel cas en particulier, dire tiens, est-ce qu'elle a une compétence à créer une hallucination de ce côté-là, ou est-ce qu'elle a une compétence à ouvrir un espace qui n'a pas en relation vraiment avec du autre, quoi. Moi, j'ai une question aussi qui me toujours depuis quelque temps. Parce que souvent, lorsqu'il y a plusieurs témoins d'observation d'OVNI, les sceptiques disent mais ils ont été victimes d'une hallucination collective. Fatima. Oui, Alors, oui. Alors, il y a des cas plus modestes, Fatima, il y avait quand même 70 000 personnes à Fatima. Est-ce que le concept d'hallucination collective repose sur quelque chose de réel? Est-ce que 10 personnes peuvent avoir une hallucination en même temps? Et ben moi je me pose la même question que vous, figurez-vous. Et je prévois de faire un protocole d'ailleurs autour de ça, parce que moi je n'y crois pas, mais je n'y crois pas un seul instant. C'est-à-dire que déjà une hallucination individuelle, je crois que c'est exceptionnel. Mais c'est faisable, ça c'est faisable. Alors quand 10 personnes ont la même hallucination... Alors déjà, le concept d'hallucination, il faut le replacer, c'est perception sans objet. Oui. La définition classique, une perception sans objet. D'accord. Donc ça veut dire que vous percevez quoi? Vous percevez un objet qui est interne. Okay, vous projetez un objet interne, objet au sens large, hein, votre mère, votre angoisse, on se matérialise par une perception qui vous est personnelle. Voilà. Donc, étendre cette dimension au collectif, ça veut dire que 10 individus projettent un objet interne. D'accord ? Ok, c'est possible qu'il y ait un phénomène de contamination collective. Si la foule, tout à coup, vous criez « il y a le feu », les gens vont se mettre à courir et certains vont peut-être percevoir le feu. Hein. Par contre, si vous leur demandez « qu'est-ce que vous avez vu ?», s'ils vous disent tous une perception différente, vous dites « ouais, bon, ça semble une hallucination collective au sens d'un processus groupal dans lequel chacun
il a été de ses compétences à produire quelque chose, quoi. Mais si ils vous donnent tous la même perception, alors là, ça rentre plus dans le cadre d'une hallucination collective, tout simplement parce que ça ne devient plus un objet interne que vous percevez. Qu'est-ce qui fait que une psyché, voilà, enfin, une psyché, que 10 000 psychés, 10 000 individus projetteraient comme ça une perception hallucinatoire qui serait la même pour tous? Ça, c'est une question intéressante. Alors voilà, moi je vais faire un protocole pour tester ça parce que ça turlupine et que je veux vraiment encaler le truc. Alors, alors l'argument massu des sceptiques, c'est une hallucination collective, je crois qu'il faut le mettre en brèche. Ça repose sur... Moi je n'ai jamais vu, en tout cas, peut-être ça existe, mais je n'ai jamais vu d'études en laboratoire qui viennent spécifier que l'hallucination collective est un phénomène qui existe. J'ai jamais vu ça. J'ai vu par contre des phénomènes où des personnes peuvent halluciner en groupe. Ça c'est possible. Mais oui, mais moi je dirais surtout l'hypnose de spectacle, c'est un bon endroit pour faire des expériences avec ça, parce que l'hypnotiseur de spectacle aime bien jouer avec ça. Mais après, tout simplement, c'est le protocole que je veux mettre en place. Bon, peut-être il a déjà été fait, hein, mais j'ai envie de le faire, ça m'intéresse. C'est-à-dire de produire une hallucination, mettre en transe 10 personnes, et de manière hypnotique, parce que bien suggéré, produire une hallucination collective. En plus, il y a un seul hypnotiseur qui dit ce qu'il y a à percevoir, donc on est dans un cas suggestif fort, et après on les sépare individuellement et on regarde ce qu'ils ont perçu. Et s'ils ont perçu exactement la même chose, ok, ça valide l'hallucination collective. S'ils ont perçu chacun individuellement, ce que je pense qu'il va se passer ça. Bon, si je pense trop qu'il va se passer ça, je vais demander à un autre de le faire à ma place. Sinon, bon. Mais du coup, on va avoir 10 perceptions différentes. Dernière question rapide sur la paralysie du sommeil. C'est aujourd'hui le sujet à la mode pour expliquer les abductions. Il y a un article qui est sorti sur Atlantico où il expliquait les abductions par la paralysie du sommeil. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Dans certains cas, c'est une hypothèse très intéressante. Dans d'autres cas, le phénomène de paralysie du sommeil, il est beaucoup moins simple qu'une seule paralysie du corps. Enfin, je veux dire, il y a des phénomènes de paralysie du sommeil avec manifestation d'être, on va dire, ouais, c'est juste hallucinatoire, ok, mais il y a des manifestations autour, il peut y avoir perception par un tiers aussi. Enfin, je veux dire, déjà, la paralysie du sommeil, c'est un phénomène qui est moins simple que ce qu'il paraît. Hein, quand on dit, voilà, c'est une paralysie du sommeil, on a l'impression qu'on a tout dit, alors qu'on a juste dit, elle était paralysée au moment du sommeil paradoxal. Ok. Maintenant, quand le sommeil paradoxal semble se matérialiser dans la chambre, déjà, ça ouvre sur d'autres questions, quoi. Après, par rapport aux abductions, qu'ils abductaient, quand ils racontent quelque chose, ça ressemble à une paralysie du sommeil, ouais, ça c'est clair. Hein. Vous parliez tout à l'heure d'une personne qui s'appelle Myriam qui témoignait de ses expériences. Si on prend isolément un moment de son récit, quand elle dit « je suis paralysée dans mon lit, il se passe ça », et ça semble vraiment effectif. Là, son expérience isolément ressemble à une paralysie du sommeil. Maintenant, si vous ne faites pas l'effort d'aller regarder l'ensemble de ce qu'elle vous raconte, l'ensemble de sa vie, les autres événements qui se passent autour, d'éventuelles observations d'OVNI autour, des traces corporelles, bon, je veux dire, faut étendre la phénoménologie. C'est très facile de prendre un petit bout de l'histoire, comme l'histoire de l'éléphant vu par 4 Indiens. Hein, ces 4 Indiens qui vont autour d'un éléphant, ils sont aveugles. Hein, et il y en a un qui touche la trompe, il dit c'est un tuyau. L'autre il touche la patte, il dit non, c'est un tronc d'arbre. L'autre il touche l'oreille, il dit mais non, c'est bon, peu importe. Voilà, c'est l'idée, c'est-à-dire si vous prenez juste un tout petit bout de l'expérience, c'est facile de la ramener de tirer la couverture vers ce que vous voulez que ce soit, quoi. Donc, moi je dirais déjà ça, c'est-à-dire prendre l'ensemble de la phénoménologie. Après, l'ensemble de la phénoménologie chez un sujet, mais aussi l'ensemble de la phénoménologie chez tous les abductés. Une personne qui vit une abduction alors qu'elle se promène, parler de paralysie du sommeil à cet endroit-là, c'est un peu compliqué, quoi. Elle n'est pas dans une phase de sommeil paradoxal. Oui, eux, c'est qui expliquait tout par la paralysie. Oui, ça c'est rassurant. Aujourd'hui, en tant que psychologue, vous arrivez bien sûr à différencier les cas de paralysie du sommeil. Oui, il faut se donner du temps. Il faut se donner du temps. Il faut se donner du temps, puis pas avoir peur, parce que dans l'approche des expériences extraordinaires, abduction et autres, en fait,
Le premier écueil que rencontre le clinicien, c'est ses propres défenses à lui. C'est-à-dire jusqu'où je suis capable d'entendre du autre. Hein, jusqu'à l'endroit où je suis au seuil, où je dis non, c'est pas possible, et du coup je me raccroche à c'est du pathologique, c'est ceci, c'est cela, ce n'est que. Ce n'est que, et comme ça, le chercheur ou le clinicien est rassuré, voilà, le monde reste le monde, et ton expérience, voilà, ce n'est que ça. Voilà. Donc ce n'est que de la paralysie du sommeil, pour moi ça procède aussi, ça peut procéder aussi de ça. En fait, par rapport à, donc, encore une fois, un patient qui se dirige vers un psychiatre, psychologue conventionnel, Oui. qui lui fait part de ses angoisses, comment il serait traité en fait exactement? Par quelqu'un qui serait, disons, académique, une approche académique classique. L'approche académique classique, en fait, elle est plus simple qu'il n'y paraît, hein, puisqu'il n'y a qu'un seul niveau de réalité. Ok. C'est-à-dire, c'est le niveau tangible. Ok. Chez un psy, il y a deux niveaux de réalité. Enfin, il n'y a pas que chez les psys. C'est tangible, réalité externe ou réalité interne. Hein, voilà. Donc, la question est vite tranchée. Vous me racontez quelque chose qui n'est pas possible dans les convictions culturelles du praticien qui vous accueille. Donc, si c'est pas possible, c'est une réalité personnelle. Donc, c'est soit de l'imaginaire, soit de la pathologie qui serait d'imaginaire aussi, qui s'emballe. Voilà. Donc, l'approche classique, c'est celle-ci. De toute façon, ce sera pas. Et même si vous avez un clinicien qui est très ouvert, hein, vous avez des cliniciens qui sont, enfin, la plupart des cliniciens, de toute façon, sont plutôt ouverts. C'est-à-dire, ils vont pas apporter de jugement, ils vont pas vous interner parce que vous dites avoir vu un extraterrestre. Hein. Un clinicien honnête, il y a une posture éthique, il considère ça comme une réalité interne et il va vous accueillir avec ça, il vous accompagner avec ça. Mais, avec l'idée en tête, que de toute façon, d'accord, mais je sais bien, moi, que c'est que l'imaginaire. Et cette préconception chez le clinicien va fermer les portes pour l'autre, va pas l'aider à avancer. Parce que, mais ceci dit, l'autre posture va pas l'aider non plus. Hein. Une adhésivité du clinicien à dire je sais que ça va pas l'aider non plus. Hein. Il faut rester dans une frange d'indécidabilité. Oui, les gens allaient le voir parce qu'ils savaient qu'il allait adhérer à son discours. Oui. Et ce que je disais tout à l'heure à Nicolas, c'est qu'aux États-Unis, c'était la référence. C'est un pionnier quand même. Oui, bien sûr, un pionnier. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut. Tous ces cas peuvent être accrédités. Je pense qu'il faut rester neutre. Moi, je pense que voilà, il faudrait laisser justement ces sujets à des spécialistes, à des gens comme Nicolas, parce qu'ils ont une compétence psy. Certaines ouvertures que des personnes comme nous, je veux dire, on est inaptes à essayer de comprendre quelqu'un qui vient nous parler de... Ça peut être rester neutre ou ça peut être d'une certaine manière comme neutraliser sa subjectivité. Pas la neutraliser, mais par exemple de dire simplement expérienceur, dis donc, ce que vous me racontez, pour moi c'est compliqué à entendre ça, parce que vous savez, dans mes conceptions, mais je vais continuer à vous écouter. Je vais continuer quand même à vous écouter, et puis je vais faire un pas vers vous, quoi. Hein, c'est pas vraiment une posture neutre au sens je me mets un peu plus dans l'équation, mais c'est une posture honnête. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est une posture honnête. Oui. Merci Nicolas. Merci.